de votre rubrique L'entretien du jour. Nous sommes encore au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore environnement, changement climatique et surtout sécurité alimentaire. Ça va être avec le docteur Worou Baré Fousseni. Il est enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Il est entre autres spécialiste des questions liées au changement climatique. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Sacramento et merci pour tout. Je vous en prie, c'est nous, c'est Sika qui est honoré que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous expliquez le fait que l'Afrique soit la plus grande victime des effets des changements climatiques alors que c'est elle qui produit moins de gaz à effet de serre? Merci pour la question. Comme tout le monde le sait déjà, on dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Quand nous prenons, je vais dire le cosmos, au départ, la carte du monde, on sent que le continent africain est au cœur de tous les autres continents aujourd'hui. Maintenant, c'est les autres continents qui polluent plus l'atmosphère du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique, du côté de l'Europe. Donc, en polluant l'atmosphère, on sait que l'atmosphère n'a pas de frontières, donc tout ce qu'ils émettent comme pollution de l'atmosphère, ça va dans l'atmosphère et qui embrasse la grande partie du continent africain. Voilà que eux qui polluent, bien qui produisent ces pollutions, ils ont déjà pris les dispositions pour pouvoir atténuer ces effets à leur niveau. Mais chez nous, on est encore en retard sur le plan de l'industrialisation, raison pour laquelle nous subissons plus ces conséquences sur le continent africain. C'est ça. Mais il faut noter aussi, ou si je mens, dites-le moi, même sur le continent africain, à petite échelle, nous portons atteinte quand même à la couche d'ozone. Il y a beaucoup d'actions anthropiques comme par exemple le déboisement, entre autres. C'est vrai ce que vous venez de dire, mais indirectement, ce sont ces pays industrialisés qui nous amènent à ces conséquences. Pourquoi je le dis aujourd'hui? On sait que les pays les plus proches se trouvent sur notre continent. Si je prends du côté de l'Asie, c'est eux qui demandent plus du bois. Et aujourd'hui, ils ont exploité la grande partie qu'ils ont à leur niveau. Donc, ils sont en train de se rabattre sur le continent africain. Comme la main-d'œuvre est moins chère, et ils ont besoin de ressources forestières que nous disposons. Comme on le dit, on dit que c'est un accident mondial. Le continent africain dispose de toutes les ressources, que ce soit forestières, que ce soit minières. Donc c'est comme ça, ils viennent avec les moyens financiers et nous aussi, on a besoin de ces moyens. On augmente le degré de déforestation au détriment de ce que nous devons conserver pour pouvoir vraiment nous développer. Raison pour laquelle on a ces conséquences. Et secondo, aussi, toujours comme on parle de la déforestation, aujourd'hui on parle des pays producteurs du coton. Aujourd'hui, la plupart c'est également en Afrique. Et qui dit la production du coton, c'est ce que ça entraîne sur la déforestation. Et qui produit du coton, c'est nous. On ne nous apprend rien, on produit le coton là qui nous fixe les prix. C'est les mêmes pays occidentaux, où est-ce qu'on les transforme, c'est à leur niveau. Donc indirectement aussi, ce sont eux qui sont à la base. Si aujourd'hui, je dis les pays européens disent que bon, on n'a plus besoin du coton du Bénin, si je prends l'exemple, la production doit chuter, donc la déforestation en même temps doit diminuer. Et du reste, on va voir un peu la régénérescence ou bien le reboisement en quelque sorte. Donc pour me résumer, c'est vrai, la déforestation, nous sommes impliqués, mais indirectement parce que les pays industrialisés qui ont besoin de nos ressources, ils viennent avec les moyens et nous apprennent les politiques aussi qui accompagnent. On parle de la production cotonnière, on produit, mais c'est la déforestation. Et au finish, on vous impose le prix. C'est là encore qu'il y a un paradoxe. C'est ça, c'est vraiment un paradoxe et on se demande, mais ces pays industrialisés, ces expatriés ne nous ont pas forcés, n'ont pas forcé nos politiques, n'ont pas forcé nos producteurs à détruire leur environnement. Quelque part, il nous manque une prise de conscience, non? Justement, c'est une prise de conscience. D'abord, moi, je dis c'est une sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il faut sensibiliser pour expliquer, pour que une tierce personne puisse comprendre avant maintenant d'aller à la prise de conscience. Si vraiment on arrive à le faire, ça peut aller. Mais c'est un peu difficile. Et aussi, je me dis souvent que la colonisation, excusez-moi, les pays occidentaux, on dirait que à chaque fois, ils essaient d'étudier l'Africain, entre griffes, surtout l'Africain du Sud-Sahara. Et la colonisation, pour moi, c'est toujours là. On n'est pas encore indépendant.
comme d'autres le disent, parce qu'ils trouvent toujours les moyens, même dans nos plats, c'est la colonisation qui continue. À Belpré, on nous impose les rations là-bas, c'est le riz qui amène, et puis bon, on néglige tout ce qu'on a à notre niveau. Donc c'est vrai, il faut vraiment une sensibilisation. Et face à toute cette réalité-là, des effets du changement climatique, nous avons l'agriculture, l'élevage, la pêche qui sont vraiment grandement affectés par ces effets-là. Que devient la sécurité alimentaire dans tout ceci? La sécurité alimentaire, c'est vraiment un grand problème. Si je prends sur le volet d'abord de la production agricole, ce que nous constatons, d'abord on a dit les terres sont déjà incultes, c'est-à-dire la plupart des sols sont fertiles. Il faut utiliser des intrants chimiques pour pouvoir atteindre tant soit peu un rendement un peu acceptable. Mais malheureusement, ces intrants chimiques également détruisent les micro-organismes. Et puis qu'après 3 ans, 4 ans, la superficie déblavée ou bien emblavée devient inculte. Il faut changer. Donc voilà sur le plan agricole ce qu'on a. Et ce qui est encore un peu plus criard au niveau national, qu'il faut qu'on prenne des consciences du moins, il y a du fait que la plupart de nos cultivateurs, ils essaient de brader leurs produits. C'est ça qui est malheureux dans le Nord Bénin, comme l'émission concerne le Nord Bénin que nous maîtrisons mieux. Surtout du côté ouest du pays, vers la Takura, la plupart des produits sont bradés du côté du Burkina et vers Malanville, carrément, c'est du côté du Niger et du Nigeria, parce que c'est la période de récolte novembre, décembre, janvier. Et ces mêmes producteurs, dans les mois de mars, avril, mai, c'est eux qui reviennent encore dans les marchés pour réacheter ces mêmes produits encore plus chers. Mais qui les force à brader les produits? Bon, après les avoir écoutés, il faut les moyens pour survivre. Il faut faire face à la scolarité des enfants, il faut faire face à la santé et le minimum également. Donc, je dis un temps soit peu, ce n'est pas leur faute, mais il faut peut-être que le gouvernement installe une politique pour un peu freiner cette manière de brader les produits, et ne serait-ce pour acheter ces produits à des prix acceptables pour les empêcher à brader. Je crois que s'ils le font dans ce sens, ça peut aller. Bon, il faut aussi dire cette saison passée, on a constaté cette politique dans ce sens en fermant la plupart de nos frontières. Ils ont évité la sortie de certains produits et on a senti au niveau du panier de la ménagère que c'était vraiment abordable. Si ça peut continuer dans ce sens, et ça serait une bonne chose. C'est ça. Alors, vous avez parlé tantôt des importations et on constate sur le terrain qu'il y a même parfois des produits qui sont disponibles localement, mais ces produits disponibles localement vont ailleurs, hors du territoire national, et ce sont les produits importés qui prennent toute la place. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Oui, c'est parce qu'on n'a pas d'abord compris que ce que nous produisons nous-mêmes, d'abord c'est plus riche, c'est la qualité pour l'organisme. Et entre griffes, le Béninois, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, aime ce qui est venu de l'extérieur. Quand on voit c'est un autre pays, oui, pour lui ce qui est local n'est pas bon. Comme vous le dites, un exemple d'un pays à côté, il y a le Nigeria, qui prend, je peux dire, le 2/3 de la production du riz béninois. Mais nous, on préfère importer, on voit de part et d'autre, c'est toujours les sacs de riz qu'on amène dans ces pays. Parce qu'on veut des parfumés. On veut des parfumés qui n'est même pas riche. C'est ça qui est dommage. Notre riz lutte contre le diabète. Notre riz localement produit que nous ici on appelle riz de montagne. Et avec aussi la vallée de Lomé qui est immensément riche, qu'on peut produire en quantité, tout est là, mais on préfère ce qui est importé. Je crois qu'il faut sensibiliser, il faut faire comprendre, là je crois petitement ça va prendre. Et je le dis, par exemple, nous on était encore tout petit, le Bénin produisait de la pomme de terre, et il paraît que les Béninois ne consommaient pas, mais il a fallu qu'une autorité de ce pays dise, bon, mettez les sachets Made in France, on a pris ça, et c'était les mêmes produits, mais il semblerait que les Béninois ont plus même apprécié ce produit local, qui ne savent pas que c'est leur produit, que ce qu'ils prenaient. Il a dit, bon voilà, donc il faut sensibiliser, il faut encourager le consommant local, c'est ça. Et surtout, ce qui est important pour ça, en consommant local, on augmente l'économie locale, c'est ça beaucoup ignorent. En consommant local, c'est on n'a même pas besoin de faire face à d'autres pays étrangers. En consommant local, parce que moi j'ai cherché le producteur doit aller acheter peut-être son tissu, bien le produit à la pharmacie, c'est le système, ça tourne localement au lieu que ça sorte. Ce qui vient de l'extérieur, comme vous le dites, si on va chiffrer, ça coûte des milliards, donc c'est les milliards de l'État béninois, du contribuable béninois qui s'en va comme ça. C'est ça. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la forte démographie qui favorise quelque part l'insécurité alimentaire? Parce qu'on entend dire, surtout des pays occidentaux.
Oh non, la forte démographie, j'ai dit non, la belle preuve. Vous prenez les pays asiatiques, aujourd'hui si on prend les continents les plus peuplés, ce sont eux. Mais le riz que nous consommons, comme vous venez de le dire, le riz parfumé, ce sont eux qui nous envoient ça. Pourquoi chez eux, ils ont plus de population et ils produisent plus. Et les superficies, comme on le dit, ils n'ont pas, je crois, ils n'atteignent pas le continent africain. Ce qui est à notre niveau le mal, ce n'est pas la démographie. Au contraire, c'est parce qu'on ne veut pas se donner au travail. C'est ça. L'autre piège également, c'est le développement des cultures de rente. Des cultures de rente qui, on peut dire quelque part, qui affament de plus en plus les populations parce que ça prend de l'espace, ça prend des intrants, ça prend des pesticides, ça dégrade les sols. Quelque part, vous êtes, c'est votre élément, vous êtes en plein là-dedans, parlez-nous-en. Oui, si on parle même de culture de rente, souvent beaucoup pensent que la culture de rente c'est le coton seul. Non. Même le maïs, moi je dirais même au nord Bénin ici, si on va prendre au niveau du continent, les cultures de rente du Bénin, c'est d'abord le maïs. Parce que la plupart du maïs va au Burkina, au Niger, au Nigeria. C'est après ça vient le coton. Mais malheureusement, parmi ces cultures de rente, c'est le coton qui emblave plus. Et les cultivateurs, comme on le dit, ils aiment l'argent frais. Mais ils oublient, surtout si je prends une superficie d'un hectare donné, quelqu'un fait une superficie d'un hectare donné, après les statistiques, s'il gagne trop comme bénéfice, il aura 150 000 sur l'hectare du coton. Il oublie l'énergie humaine qu'ils fournissent, c'est-à-dire ces enfants qui vont labourer, s'ils allaient les payer, il faut faire la part de ça, s'ils vont récolter, il faut les payer, mais ils oublient ça, ce qu'ils vont manger, comment ils vont se rendre au lieu de travail. Donc il y a tous ces paramètres-là, s'ils intègrent tout ça là, en réalité le cotonculteur ne gagne pas grand-chose. Mais ils vivent comme on les paye contents, comme on le dit, tu finis et ils sont fiers de dire j'ai fait telle superficie d'hectares. Chez eux, c'est une gloire. Dire que j'ai emblavé telle superficie en oubliant les aspects négatifs que cela entraîne. Et secondo, oui, j'ai pris tel million lorsque j'ai cultivé. Or, paradoxalement, entre le sud et le nord n'a que 2 saisons. Donc on a une seule période de saison culturelle au cours de l'année. Contrairement au sud, on a 4 saisons, eux ils ont 2 saisons culturelles. Donc sur 12 mois, tu vas faire les activités agricoles sur 5 mois et tu vas vendre, tu fais la récolte sur 1 mois, on te dit que tu as des millions. Mais en oubliant le reste des mois, comment faire face aux besoins? La ration alimentaire, la santé, l'éducation et les imprévus. Il y a les activités ou bien les cérémonies, les festivités ou bien les cérémonies culturelles que nous organisons. J'oublie tous ces paramètres. Donc voilà ce qui ruine plus, surtout comme vous venez de le dire sur les produits de rente, c'est surtout le coton qui détruit. Et avec nos travaux, on a constaté au nord Bénin, bon, généralement on parle de 3 types de sols que nous avons, les sols hydromorphes, les sols ferralitiques, les sols ferrugineux. Mais en allant dans les spécificités, on a au moins plus de 7 types de sols au nord. Mais après les analyses de sols lors de nos travaux, par exemple, nous avons constaté que la plupart de ces sols ne sont pas aptes pour la culture du coton. Donc il faut un apport. Il faut forcer en fait. Il faut forcer en fait. Et en forçant, d'abord, le sol n'était pas apte à cette culture. On force, on amène des intrants chimiques qui vont donner un bon rendement. Mais après 1, 2, 3 ans, vous allez constater, on fait tout, ça ne prend pas. On dit qu'il faut changer d'autres emblavir. Tu changes, il faut faire partie des espèces végétales, il faut déboiser, il faut le produire. Voilà tout ça là qui entre dans ce sens. Moi, je crois qu'il faut que le gouvernement ou bien les politiques ou bien les décideurs trouvent la formule. Sinon, vraiment, d'ici quelques années, le Bénin sera compté parmi les pays sahéliens. Merci beaucoup, docteur Roubaré Fousseni. Je rappelle, vous êtes enseignant à l'université enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Vous êtes également spécialiste des questions liées au changement climatique. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le développement, parce que ça c'est le développement et c'est ça que l'Afrique a besoin pour aller en avance. Je vous remercie. Merci, c'est la fin de cette émission. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.